constater que toute l'organisation ici a été faite de manière rapide et à titre bénévole, que moi-même j'ai offert au secrétariat de M. Raymond Barre de promouvoir les activités et les prises de position de M. Raymond Barre ici. Et c'est le but de cette réunion. Il est environ 6h15. Je vais vous introduire dans quelques instants M. le sénateur Cantegrit, qui est avec nous seulement pour la journée. Et nous devrions terminer la réunion d'ici environ 1 heure. Sur le plan pratique, je voulais m'introduire très brièvement pour vous expliquer mon rôle, puis j'en viens à l'essentiel du sujet. J'ai rencontré M. Raymond Barre il y a 22 ans à l'école centrale où j'ai suivi là mon premier cours d'économie. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à suivre ce qui se passait dans l'équipe gouvernementale en France. Il se trouve que j'ai été formé aux ordinateurs dans le Silicon Valley, puisque j'avais fait des études à Berkeley après avoir fait des études à l'école centrale, et que je me suis trouvé sur le plan industriel en 1972 sur le marché du travail, étant une rare personne qui comprenait la technologie des micro-ordinateurs. Et j'ai, dans une large mesure, opéré des transferts de technologie entre les États-Unis et la France et certains autres pays européens. C'est dans ce cadre que j'ai été amené à rencontrer à l'époque de nombreux membres du pouvoir dirigeant, dans la mesure où il s'est pensé de mettre sur pied un programme d'éducation et un programme industriel en matière de micro-informatique. J'étais, si vous voulez, un consultant technique. Et c'est de là que date mon association épisodique avec certaines personnes. Étant donné que M. Barre est, comme vous le savez, candidat à la présidence de la République maintenant, j'ai donc offert dans une très modeste mesure de faire connaître ses positions ici en Californie, dans l'espoir que ceux d'entre vous qui sont intéressés joueront un rôle dans le processus électoral et contribueront à le faire connaître. Je voudrais ajouter, et je vous en dirai mon rapide en fin de réunion, que si vous le souhaitez, je voudrais vous encourager à devenir membre du comité de soutien à M. Raymond Barre. Cela ne coûte rien. Cela signifie simplement que ceux d'entre vous qui sont intéressés devraient simplement nous laisser votre nom. Je vous dirai quelques mots sur les modalités pratiques à la fin de cette réunion. Voici donc pour une brève introduction et pour mon propre rôle. Je voudrais maintenant vous introduire M. le sénateur Cantegrit, qui est venu de Paris spécialement pour cette réunion. Il est arrivé hier soir et il m'affirme ne pas souffrir du jet lag. Mais je crois qu'il a l'air un peu fatigué. Et il part demain pour Los Angeles, puis San Diego, et ainsi de suite. En suivant une tournée rapide. Monsieur le sénateur Jean-Pierre Cantegrit, et vous me corrigerez si je fais des erreurs, est au Sénat depuis 1977, représentant les Français de l'étranger, vu de sa carrière au Sénat, les États africains, car lui-même et sa famille, je pense, avaient habité Dakar. Au Sénat, il participe à la Commission des affaires sociales. Il est spécialisé dans la protection sociale des Français étrangers. Et il est vice-président de l'UDF, l'Union pour la démocratie française, au Sénat. Dans le cadre de la campagne de M. Raymond Barre, il coordonne les comités de soutien et il est membre du conseil politique de M. Raymond Barre. Enfin, sur le plan personnel, je lui ai demandé de trahir un secret. Il est membre de l'Académie des gastronomes. Monsieur le sénateur Cantegrit. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire combien je suis heureux d'être parmi vous ce soir, d'être ici avec mon épouse qui m'accompagne au cours de ce voyage et de me retrouver ici à San Francisco parmi mes compatriotes français que j'ai l'honneur de représenter au Sénat de la République française. Je voudrais remercier M. Rodney Sachs qui vient d'assurer cette présentation et qui a organisé cette conférence sur les perspectives économiques de
et la politique économique de M. Barre. Et je voudrais saluer votre délégué au Conseil supérieur des Français de l'étranger, M. Claude Reboul, qui me fait l'honneur d'assister à cette conférence. Je connais M. Reboul depuis des années. Nous travaillons en commun au sein du Conseil supérieur des Français de l'étranger, dont il est membre, comme il est membre également du Conseil d'administration de l'Union des Français de l'étranger. Mesdames et messieurs, nous sommes à 45 jours des élections présidentielles en France. Ces élections qui sont un élément politique majeur dans la vie de notre pays, puisqu'elles vont pourvoir à l'élection d'un président qui, pendant 7 ans, jouera un rôle déterminant pour notre pays. Nous sommes effectivement une des grandes démocraties occidentales où le pouvoir présidentiel est extrêmement important. Peut-être aussi, peut-être plus important qu'aux États-Unis où vous vivez. Le président de la République française dispose de pouvoirs considérables. Et depuis l'accession de la Ve République, depuis le retour du général de Gaulle, vous savez, en ayant suivi les événements qui se sont déroulés en France, combien cette présence présidentielle est importante. Nous allons, pour cette élection, et maintenant tous les commentateurs le reconnaissent, avoir plusieurs candidats, mais 3 parmi eux ont une chance véritable d'être président de la République française. Ces 3 candidats, c'est François Mitterrand, notre actuel président de la République, qui n'a pas encore déclaré sa candidature, mais il n'y a plus beaucoup de Français qui doutent maintenant qu'il ne sera pas candidat. J'ai cru personnellement, je vous en fais l'aveu, que le président Mitterrand ne demanderait pas le renouvellement de son mandat. J'ai maintenant changé d'avis comme la quasi-totalité des Français, et je pense que dans les jours qui vont venir, il va confirmer qu'il est candidat. Nous avons M. Jacques Chirac, notre actuel Premier ministre, qui a déclaré sa candidature dans la 2e quinzaine du mois de janvier dernier. Vous connaissez M. Chirac, il est venu, je crois, en Californie, il est venu à San Francisco. C'est un de ceux, avec M. Mitterrand, qui peuvent devenir président de la République française. Et enfin, il y a M. Raymond Barre, qui a été de 1976 à 1981 Premier ministre de la France. Comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, je soutiens sa candidature et je viens vous entretenir de son programme économique et de ses analyses économiques. C'est un sujet aride, difficile, je vous demanderai donc beaucoup d'indulgence, je vous demanderai de m'écouter et j'essaierai d'être le plus clair possible sur les analyses que fait le candidat Raymond Barre. Permettez-moi très rapidement de vous rappeler la carrière de M. Barre. Vous savez qu'il est né dans l'île de la Réunion. Ça a été un brillant élève, il a fait des études tout à fait satisfaisantes qui ont dû faire plaisir à ses parents. Il a terminé ses études par une agrégation en économie politique. M. Barre est un professeur agrégé d'économie politique qui a fait carrière et qui a séjourné à l'étranger. Son poste de professeur agrégé l'ayant amené dans plusieurs pays étrangers, notamment en Tunisie. J'ai découvert ça avec lui en l'accompagnant lors d'un voyage en Tunisie il y a 2 ans. Et puis cette carrière de professeur agrégé a évolué vers des cabinets ministériels. M. Barre était en 1958, lors du retour du général de Gaulle, le directeur du cabinet du ministre de l'Industrie. Et enfin, vous connaissez tous cette évolution qui a été la sienne, une évolution européenne d'abord, puisqu'il a été nommé par le général de Gaulle en 1967 à Bruxelles pour représenter la France auprès des communautés européennes, et il a séjourné pendant plusieurs années en Belgique, où il s'est imprégné de ces problèmes européens. En 1980,
1975. Il est appelé par M. Jacques Chirac et par le président Valéry Giscard d'Estaing au gouvernement et il devient ministre du Commerce extérieur de la France. Il assume ses fonctions pendant un an et en 1976, il devient Premier ministre, succédant à M. Chirac, et il restera Premier ministre de 1976 à 1981. Vous avez suivi probablement, ou vous avez lu les principaux points qui ont marqué sa carrière de Premier ministre. Vous savez que la France traversait à ce moment-là des difficultés économiques importantes. C'était l'époque des chocs pétroliers, c'est le terme qui a été utilisé. Le premier choc ayant eu lieu en 1973 et donc des plans avaient été établis par les gouvernements de M. Chirac puis de M. Barre pour restaurer notre économie, pour restaurer l'économie de la France qui assumait avec une certaine difficulté ces chocs pétroliers. M. Barre a un caractère qui est décrit comme quelquefois difficile, il a des convictions, et ce qui lui vaut quelquefois des prises de position qu'il n'arrive pas ou il n'arrive pas à convaincre tous ses contradicteurs, mais dans ses rapports humains, c'est un homme chaleureux que j'ai eu l'honneur de rencontrer et que je rencontre régulièrement. Il n'a pas participé à la campagne présidentielle de 1981, c'était le souhait du président Valéry Giscard d'Estaing. Il avait par contre pris à l'époque, en 1978, lors des élections législatives, une part importante à ces élections qui, contrairement à ce qui était annoncé, avait vu le succès de la majorité de l'époque et non pas le succès de l'opposition comme cela a été décrit. Au moment de son départ, en 1981, M. Barre avait tenu aux Français un langage de vérité, notamment sur leur économie, en leur indiquant que ces chocs pétroliers successifs nécessitaient, à son point de vue, une politique de rigueur, qui était d'ailleurs appliquée dans d'autres pays européens, et qu'il fallait que les Français tiennent compte de cette situation. Mais certains de ses compétiteurs ne tenaient pas le même discours, ce qui peut expliquer que M. Barre, lorsqu'il a quitté les affaires en 1981, n'avait pas des sondages qui lui étaient très favorables. Ils étaient même défavorables dans une grande part. Et puis, on a assisté au 1982-1983 à une lente mais sûre remontée de M. Barre dans les sondages et dans les estimations que faisaient les Français, car l'évolution de la situation en France avait fait comprendre peut-être à nos compatriotes qu'un certain nombre de discours qui leur avaient été tenus n'étaient peut-être pas ceux qui étaient empreints de la plus grande vérité. Vous vous souvenez quand on indiquait aux Français qu'ils pourraient travailler moins et gagner plus, forcément M. Barre tenait un langage beaucoup plus sévère qui ne lui valait pas que des suffrages favorables. Puis nous sommes arrivés à la fin de l'année 1985, avant que les élections législatives aient eu lieu, et je ne le ferai que le citer, car ce n'est pas le but de cette conférence, un grand débat a partagé la France sur la cohabitation. Est-ce qu'il fallait ou non cohabiter avec le président de la République française, qui, vous le savez, était élu pour 7 ans, le président Mitterrand, et est-ce qu'il fallait, si une majorité autre que celle qui avait été celle du président en 1981 était élue en 1986, fallait-il cohabiter? Vous vous souvenez des prises de position de M. Raymond Barre? Ces prises de position étaient négatives. Il considérait que la cohabitation était contraire à l'esprit de la Ve République et que cette cohabitation serait pour la plus grande part favorable au président restant, c'est-à-dire au président Mitterrand.
J'en viens maintenant au but de cette conférence, qui est donc l'analyse que fait M. Barre sur les données économiques. Et je commencerai, si vous le voulez bien, par l'analyse de M. Barre des 5 ans de pouvoir socialiste de 1981 à fin 1985, début 1986. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que cette analyse est critique, bien que M. Barre fasse une distinction entre la période de 1981-1983, qui est le premier gouvernement de M. Monroy, où son analyse est là tout à fait critique, et la deuxième période, celle de 1983-1986, deuxième gouvernement Monroy et gouvernement de M. Fabius, où, dans les analyses qui sont faites par M. Barre, il reconnaît qu'un certain nombre de décisions, qu'un certain nombre de redressements économiques pris par ce deuxième gouvernement Monroy et par ce gouvernement Fabius allaient dans le bon sens. Alors voyons cette analyse globalement négative. Sur la croissance, M. Barre constate qu'avant 1981, la France dépassait ses partenaires européens en ce qui concerne la croissance. Il constate qu'en 1986, après les 5 années de pouvoir socialiste, eh bien c'est le contraire, et que c'est nos partenaires européens, allemands, italiens et autres, qui ont une croissance supérieure à celle de notre pays. Première constatation négative. Deuxième bilan, deuxième constatation sur l'investissement. M. Barre est aussi critique sur ce point. Il constate qu'il y a eu un grave décrochement sur la capacité d'investissement de nos entreprises pendant la période 1981-1984, un retard considérable dans l'investissement, retard qui s'est atténué à partir de 1984. En ce qui concerne les prix, sur ce point, M. Barre a une analyse mesurée. Il est fort critique sur la première partie, sur la partie 1981-1984. Il constate qu'à partir de 1984, un certain nombre de mesures prises ont permis de stabiliser les prix et de faire en sorte que ce qui nous différenciait de nos partenaires européens était moindre. En ce qui concerne l'emploi, l'analyse est bien entendu excessivement critique. M. Barre parle d'effondrement, souvenez-vous, en 1981, le candidat à la présidence de la République, M. Mitterrand, avait indiqué qu'il entendait diminuer d'1 million le nombre de chômeurs en France. Le nombre de chômeurs à l'époque était légèrement supérieur à 1,5 million de chômeurs. Qu'en était-il en 1986 ? Eh bien, le nombre de chômeurs avait atteint 2,5 millions. Non seulement on n'avait pas réduit le nombre de ces chômeurs, mais on l'avait augmenté de près d'1 million. En plus, nous avions décroché par rapport à nos autres partenaires de la communauté européenne. En 1980, nous étions dans un chiffre honorable par rapport à nos partenaires. En 1986, eh bien, nous étions dans le peloton de tête en ce qui concerne le chômage en Europe. En ce qui concerne le pouvoir d'achat, eh bien, une constatation également négative, ce pouvoir d'achat est en retrait. Avant 1981, le niveau de vie des Français augmentait plus rapidement que le reste de l'Europe. En 1986, c'est l'inverse. Le niveau de vie des Français augmente plus lentement que nos partenaires européens. Sixième analyse, la monnaie et les taux d'intérêt. Là aussi, une sanction d'une politique économique qui n'était pas satisfaisante. Pendant le septennat de M. François Mitterrand, le franc a perdu 43% de sa valeur par rapport au Deutschmark, 15,8% par rapport à l'écu, l'écu étant, vous le savez, la donnée de référence de la monnaie
qui pourrait être la future monnaie européenne. Le franc a donc perdu 15,8%, c'est-à-dire sur toutes les monnaies qui composent l'Europe. En ce qui concerne les finances publiques, nous avons assumé dans la période 1981 à 1986 un déficit record. Fort heureusement, depuis 1986, un redressement a été amorcé, mais notre déficit reste actuellement, par suite de cet héritage, encore plus élevé que les 5 autres grands pays européens. En ce qui concerne la sécurité sociale, auquel les Français sont très attachés, notre système de protection sociale, cette sécurité sociale en 1981 était équilibrée. Elle est actuellement en déficit de 20 milliards de francs français, c'est absolument considérable, et les projections qui sont faites pour l'année prochaine ne sont pas malheureusement favorables. En ce qui concerne les échanges extérieurs, et j'en terminerai là sur ce bilan qui, vous le voyez, n'est pas favorable, c'est là assez catastrophique. La France, entre 1981 et 1986, a perdu 1 client sur 5 par rapport à 1981. Nos parts de marché, c'est-à-dire notre capacité à exporter à l'étranger, a considérablement diminué. Voici donc l'analyse qui est faite par M. Barre, par ses analystes financiers. Au seuil de 1986, arrive le gouvernement de M. Jacques Chirac en mars 1986, et là, une politique s'installe qui tente à restaurer nos équilibres, tant nationaux qu'internationaux. Et sur l'essentiel de cette politique, l'analyse de M. Barre est favorable. M. Barre est favorable aux privatisations qui ont été entreprises par le gouvernement de M. Jacques Chirac, même s'il a, et c'est bien normal, un certain nombre d'idées sur la manière dont ces privatisations devraient être menées. M. Barre est d'accord sur les grands équilibres qui ont été établis par le gouvernement et par notre ministre des Finances, M. Balladur. Il constate que le chômage s'est stabilisé et que l'inflation a été maintenant jugulée, puisque notre taux d'inflation est comparable à celui, je parle au mois de mars 1988, est comparable à celui des autres grands pays européens. Bien entendu, il manque au gouvernement de M. Chirac la durée, puisque son temps est prévu pour 2 ans, mars 1986, avril-mai 1988. Mais j'indique à nouveau que cette analyse sur ce qu'a fait ce gouvernement est globalement favorable de la part de M. Barre. J'en viens maintenant aux analyses de M. Barre sur l'économie mondiale et sur l'économie française. M. Barre a accordé tout récemment, en ce début du mois de mars, un entretien avec un journaliste économique qui est bien connu en France, qui s'appelle Jean Boissonnat, et qui est le rédacteur en chef de l'Expansion. M. Boissonnat étant également un commentateur de radio en France bien connu. J'ai puisé dans cet échange de vues entre M. Barre et M. Boissonnat l'essentiel des analyses que je vais vous transmettre. Tout d'abord, et je crois que cela aura un intérêt pour nos compatriotes qui vivent ici aux États-Unis, M. Barre fait une analyse sur les grandes préoccupations économiques actuelles, c'est-à-dire sur l'inflation, sur les crises monétaires mondiales, sur les chocs pétroliers, sur le krach boursier du mois d'octobre 1987. Et M. Barre remonte assez loin dans ses analyses et je voudrais vous les transmettre. Il pense notamment que l'inflation américaine a été un phénomène d'accélération de la crise économique mondiale à la fin des années 1960.
M. Barr pense que la guerre du Vietnam, qui a été financée par les États-Unis d'Amérique principalement par l'inflation et non par l'impôt, ce qui est en contradiction d'ailleurs avec ce qui s'était passé avec le plan Marshall après la Deuxième Guerre mondiale, où là, les États-Unis d'Amérique avaient financé ce plan qui avait, vous le savez, eu un grand impact sur le redressement de l'Europe, par l'impôt et non par l'inflation. La guerre du Vietnam et son coût élevé a donc joué un rôle d'accélération, je dis bien d'accélération, dans les déséquilibres mondiaux. M. Barr pense également, et là les États-Unis d'Amérique sont à nouveau en cause, qu'à la fin des années 1960, la stabilité des prix n'a plus été assumée aux États-Unis. Et que la disparition du système monétaire international qui était fondé, vous vous en souvenez, sur la stabilité des taux de change et la référence à l'or, cette disparition, lorsque M. Nixon a décidé de décrocher le dollar de sa référence en or, a créé une instabilité monétaire durable dans le monde. À la question précise qui lui était posée par M. Boissonnat, est-ce qu'il faudrait que nous revenions à des taux de change fixes? Est-ce que nous devrions revenir à une référence à l'or? La réponse de M. Barr est négative. Il ne pense pas que le monde actuel puisse revenir à de telles références, mais il pense qu'une restauration de la stabilité des changes et qu'une politique américaine qui serait crédible dans sa réduction des déficits serait le bon moyen de revenir à une restauration des changes et de leur parité. Sur la question qui lui était posée sur la politique américaine actuelle, la réponse de M. Barr est positive. Il pense que la politique actuelle des États-Unis d'Amérique est dans la bonne voie, que la baisse du dollar, qui est certes extrêmement importante, va permettre une reprise des exportations américaines et que cette baisse du dollar commence à porter ses fruits. Vous le savez, on pense qu'on pourrait évoluer vers un dollar à 120 yens et un dollar à 1 deutschmark 50 et que le déficit américain pourrait tomber en dessous des 10 milliards de dollars par mois. Ceci, si cela se confirmait, d'après M. Barr, serait un moyen de stabiliser les flux et permettrait de réduire valablement les déséquilibres budgétaires. M. Boissonnat a interrogé M. Barr sur la politique américaine et en lui demandant si cette baisse du dollar était suffisante pour cette restauration. La réponse de M. Barr est négative. Il pense que les États-Unis d'Amérique ne pourront pas valablement réduire et mettre en place la situation actuelle sans des mesures fiscales qui lui paraissent tout à fait nécessaires. Donc, l'analyse de M. Barr est non pas de revenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une référence à l'or, mais il pense que les grands pays occidentaux devraient tendre vers une volonté commune de corriger leur déséquilibre. Et ceci aurait un intérêt sur la croissance de ces pays qui sont handicapés actuellement principalement par le niveau élevé des taux d'intérêt qui limitent la croissance des grands pays occidentaux,
avec qui ont... Junior Achievement of the Bay Area is looking for business people interested in strengthening the ties between education and business. By becoming a volunteer business consultant 1 hour per week in our junior high or high school programs, you can make a dramatic difference in the way that students look at business. For 69 years, Junior Achievement has been showing students how to work and participate in the free enterprise system. We need your help to keep the partnership between business and education alive and well for the next generation. To see how you can become a Junior Achievement business consultant, call us at 468-7420. That's 468-7420. Junior Achievement, it's an investment in our kids' future. Junior Achievement of the Bay Area is looking for business people interested in strengthening the ties between education and business. But by becoming a volunteer business consultant 1 hour per week in our junior high or high school programs, you can make a dramatic difference in the way that students look at business. For 69 years, Junior Achievement has been showing students how to work and participate in the free enterprise system. We need your help to keep the partnership between business and education alive and well for the next generation. To see how you can become a Junior Achievement business consultant, call us at 468-7420. That's 468-7420. Junior Achievement, it's an investment in our kids' future. Pour M. Barr, il faut donc faire cet effort d'investissement, il faut faire un effort de recherche, d'innovation et de formation des hommes. C'est peut-être sur ce point que M. Barr a une différence plus marquée avec les analyses qui ont été faites par M. Chirac et M. Balladur. En ce sens que M. Barr aurait souhaité que, en 1986, le point soit mis sur un effort de nos entreprises en matière d'investissement et ne pas privilégier autant, comme cela l'a été, une logique financière qui a été, certes, un mérite de notre ministre des Finances, mais qui n'a pas permis à nos entreprises de restaurer leur outil économique. En ce qui concerne l'Europe, puisque vous savez que c'est maintenant pour la France, l'Europe est une lueur à la fois d'espoir, mais également l'Europe entraîne pour nous un certain nombre de contraintes, puisque nous avançons vers une plus grande fusion européenne des pays en Europe. M. Barr pense que l'Europe monétaire pourrait voir le jour si les Européens veulent établir une monnaie stable et indiscutée. Ils pourraient se doter d'un système qui ressemblerait à la réserve fédérale américaine à l'horizon des 5 premières années. Un conseil de gouverneurs des grandes banques centrales européennes pourrait définir la politique monétaire interne à l'Europe et fixerait ainsi pour la communauté européenne son attitude vis-à-vis des autres monnaies. À la question qui lui était posée du problème de la Grande-Bretagne, qui, vous le savez, n'appartient pas au serpent monétaire européen, qui est déjà l'amorce de ce que souhaite M. Barr sur cette entente monétaire européenne, M. Barr pense que cette union monétaire pourrait se faire sans la Grande-Bretagne, qui ne semble pas prête, pour différentes raisons qu'il serait trop long d'aborder ici, à rejoindre cette politique européenne. L'ensemble de cette volonté
d'union en Europe pourrait entraîner pour l'ensemble des pays européens un taux de croissance qui pourrait atteindre de 3 à 3,5%, qui permettrait une reprise de l'économie européenne, une reprise de l'économie française, et qui nous permettrait de devenir à nouveau créateurs d'emplois, ce qui n'a pas été le cas depuis 1981. Quant à l'analyse que fait M. Barr sur les privatisations qui ont été, vous le savez, un des grands sujets économiques du gouvernement de M. Chirac depuis 1986, M. Barr est favorable à ce qui a été entrepris en ce qui concerne les privatisations. Il souhaite la poursuite de ces privatisations. Il a cependant quelques divergences sur les choix opérés depuis 1986. Il pense notamment que les privatisations auraient dû porter de façon prioritaire sur les banques, sur le système bancaire français qui, je vous le rappelle, avait été totalement nationalisé par le gouvernement de M. Mauroy en 1982. Il pense que le système bancaire devrait être privatisé, d'abord les banques qui ont été nationalisées en 1982, puis celles qui avaient été nationalisées en 1945, et il est d'accord sur cette analyse, qui doivent tomber dans le système privé. M. Barr est plus favorable aux augmentations de capital qu'aux privatisations complètes. Il pense que l'on arriverait ainsi, avec moins de difficultés, à une privatisation qu'en mettant, comme cela a été le cas, l'ensemble des titres sur le marché pour les banques qui ont été déjà nationalisées. À la question qui lui a été posée, et qui bien sûr intéresse tous les Français, est-ce que Renault devrait être nationalisé? La réponse est oui. Renault, grande société d'automobile, pour être maintenant compétitive, devrait être nationalisée, mais peut-être en tenant compte de sa particularité, avec une nationalisation comme l'a été une privatisation partielle, comme l'a été la Compagnie française des pétroles ou El Ferrat, qui, vous le savez, voit encore une participation de l'État considérable. Il s'est intéressant de connaître l'opinion de M. Barr sur la politique économique qu'a non seulement faite M. François Mitterrand, mais également sur son point de vue sur la social-démocratie. M. Barr pense que M. Mitterrand est non seulement des social-démocrates, mais qu'il veut aller au-delà de ce que l'on considère comme véritablement une politique social-démocrate. Il pense notamment que son attitude, au début des années 1980, en ce qui concerne les nationalisations, en font crée à l'État un rôle plus important que celui qui lui est accordé dans les social-démocraties européennes, et que c'est en fait un État-providence qui est une manière de redistribution des revenus, ce qui entraîne un gonflement des dépenses publiques et une augmentation des taux d'imposition. Certes, dans les années 1970, une politique social-démocrate a eu lieu dans de nombreux pays, qui a amené une croissance qui était très faible pour l'ensemble des pays qui menaient cette politique. Mais il faut indiquer que cette politique social-démocrate avait pourtant eu des atouts exceptionnels qui étaient dus à la situation de ces années 70, notamment à l'ouverture de marchés nouveaux, à une croissance des naissances qui était encore importante dans les pays occidentaux européens. Nous sommes arrivés maintenant dans une situation qui est tout à fait différente. La concurrence internationale, et nous la vivons dans tous les pays où nous sommes, est extrêmement vive. Et seuls les pays qui auront la plus grande possibilité et d'esprit d'entreprise
et qui auront une capacité d'épargne importante, dont nous donne l'exemple, notamment le peuple japonais, seront amenés à participer valablement à cette compétition. Dans l'idée donc de M. Barr, il faut un allègement du rôle de l'État et des prélèvements. Il faut que notre taxe à la valeur ajoutée, soit alignée sur la moyenne européenne. Vous savez que nous avons dans ce domaine un taux de TVA qui est très supérieur à celui de nos compétiteurs européens. Et il faut donc que nous ramenions notre taux surtout à l'horizon 1992-1993, qui est celui du grand marché européen, à des taux qui soient comparables à ceux de nos partenaires. Il en est de même en ce qui concerne le taux de l'impôt sur le revenu. Vous savez que ce taux est actuellement au maximum de 58%. M. Barr pense qu'il faut que nous revenions à un taux maximum de 50% et à un impôt sur les sociétés qui ne serait pas supérieur à 33%. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous avons cette échéance de 1993. Elle sera capitale pour notre pays qui va ouvrir complètement ses frontières aux autres pays européens et à un certain nombre de compétiteurs, je pense notamment à l'Allemagne fédérale, qui sont, vous le savez, dans ce domaine de redoutables battants. Pour cet objectif, M. Barr pense qu'un plan devrait être établi sur les 5 ans qui viennent, qui permettrait, avec une dépense qui serait de l'ordre de 130 à 140 milliards de francs, de mettre complètement à plat notre système de fiscalité. Nous avons, il est vrai, un système fiscal qui est le plus archaïque au sein de l'Europe. Nous avons une multitude d'impositions qui se superposent et qui sont souvent stérilisantes et négatives pour nos investisseurs, pour nos entreprises. M. Barr fait sur ce point référence au plan qui a été mené aux États-Unis au cours des 2 dernières années et qui a tendu, vous le savez, à une réduction considérable des impositions. Et il pense que, non pas en prenant systématiquement ce qui a été fait aux États-Unis, mais en prenant un certain nombre de bons côtés, il pourrait être envisagé pour la France d'envisager un plan un petit peu comparable. Cela permettrait des allègements d'impôts qui seraient financés comment? Elles seraient financées par des économies supplémentaires sur les dépenses publiques, qui sont encore très lourdes. Elles seraient financées par des redéploiements. Elles seraient financées par des recettes fiscales supplémentaires qui seraient dues à une activité économique plus soutenue, dans le cadre d'un taux de croissance que je vous ai indiqué qui est supérieur à celui qui serait celui actuellement. 140 milliards sur 5 ans, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Si l'on pense que de 1986 à 1988, en 2 ans, 60 milliards ont été trouvés par l'actuel gouvernement, donc ce plan ne paraît pas véritablement trop ambitieux. Dans les 10 ans à venir, une telle fiscalité moderne pourrait donc être donnée à la France et aux Français. À la question qui a été posée à M. Barr sur l'impôt sur les grandes fortunes, M. Barr a rappelé qu'il n'était pas favorable à cet impôt sur les grandes fortunes, pour diverses raisons. D'abord parce que son rendement est faible, parce qu'il est dissuasif pour les investisseurs, et il pense plutôt à une incitation fiscale à l'investissement spécifique pour une durée déterminée. Tonight we have with us 2 representatives of Math Science Nucleus. We have Angela Montez. Welcome to the French.